Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Les codes barres sont devenus indissociables de notre façon de consommer. Qu'ils soient en une ou en deux dimensions, faits de barres, de carrés ou de triangles, les utilités qui leur sont trouvées sont innombrables. Du simple scan de produits que l'on achète en magasin, au QR code que les restaurants utilisent avec la crise sanitaire actuelle, ainsi qu'aux gigantesques structures comme les sociétés de livraison, jusqu'à la performance artistico-informatique de faire tenir un jeu vidéo entier dans un code barre, les limites de leur utilisation semblent être notre capacité à les détourner de leur fonction première. Comment a-t-on fait pour qu'ils prennent autant d'importance, et comment les machines font-elles pour les reconnaître, les lire avant de comprendre leur signification en quelques microsecondes? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Mais avant de commencer à parler concrètement des codes barres, il faut revenir quelques décennies en arrière, dans un passé pas si lointain. Avant la Seconde Guerre mondiale, pour simplifier grandement le problème, les magasins étaient petits mais nombreux. Leur fonctionnement était très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, puisque les produits n'étaient pas en libre service mais disposés sur des étagères ou des présentoirs, laissant aux employés le soin de servir la clientèle. Il existait bien certes quelques grands magasins dans les grandes villes qui ont rencontré un certain engouement au point qu'Émile Zola écrive à leur sujet, mais ces temples de la consommation étaient en réalité découpés en comptoirs fonctionnant chacun de façon indépendante, même s'ils ne sont que des émanations du grand magasin. La contrainte qu'une petite enseigne est qu'elle ne peut disposer d'un grand nombre de produits. Et comme il n'y a pas de machine à l'époque, les employés se devaient également de connaître par cœur le prix de tous les produits en vente afin de pouvoir calculer à la main le montant de la facture. Aujourd'hui pourtant, ce fonctionnement nous paraît archaïque tant nous sommes habitués depuis l'enfance au libre-service et aux caisses automatiques. Pour qu'un tel changement de paradigme ait pu se produire, il a fallu la convergence de projets technologiques effectués dans des domaines qui n'ont a priori rien à voir avec nos codes barres. Le tout premier de ces produits est la popularisation de la voiture après la Seconde Guerre mondiale. En plus de pouvoir se déplacer rapidement, la voiture bénéficie d'un coffre spacieux pour y charger vos innombrables sacs de courses que vous déchargerez alors dans votre maison. Cette nouvelle possibilité des ménages va donc stimuler la création de grands magasins, mais légèrement différents de ceux du siècle précédent déjà évoqués. Puisque les voitures permettent de se déplacer loin et sans effort, ces nouveaux grands magasins n'ont pas besoin de se trouver en plein cœur de la ville. Ils peuvent donc s'éloigner considérablement des zones où la pression immobilière est importante afin d'obtenir un terrain dont le coût reste dérisoire. Grâce à leur taille importante, ils vont pouvoir acheter de gros volumes d'articles qu'ils souhaitent vendre, faisant baisser ainsi drastiquement le coût unitaire. Et puisque les produits sont moins chers, la clientèle va préférer l'acheter ici, même s'il faut aller loin de la maison. Faire des achats en gros volume d'un produit pour faire baisser le prix est une bonne chose, mais encore faut-il réussir à écouler rapidement ce stock afin de faire du bénéfice. Pour cela, il faut donc inciter la clientèle à revenir régulièrement et à acheter toujours plus. Cette stratégie va se faire d'une part en copiant ce qui se faisait déjà dans les anciens grands magasins, mais surtout grâce à une facilité d'accès grâce aux gigantesques parkings permettant de garer les voitures. Reste alors une seule épine dans le pied de ces structures, qui risque de gangréner toute la machinerie, le personnel. En effet, réduire les coûts au maximum nécessite de garder à son strict minimum la quantité de personnel nécessaire pour faire tourner toute la structure. C'est donc la clientèle elle-même qui va maintenant aller choisir son produit, ce qui fait une économie. Tout est alors décentralisé sur quelques caisses situées près de la sortie. Cette nouvelle façon d'envisager les choses va imposer à ces magasins de grandement repenser leur fonctionnement. Plutôt que d'avoir un temps de battement entre deux achats au stand, le personnel aux caisses va enchaîner les clients les uns après les autres. Cependant, avec les milliers de produits proposés dans ces magasins, il est impossible pour un être humain lambda de retenir tous ces prix. C'est à ce moment-là qu'une science encore balbutiante à l'époque va se révéler d'une aide phénoménale. Vous vous en doutez, il s'agit de l'informatique. Même si la plus basique de nos machines modernes possède une puissance sans commune mesure avec ce qui se faisait à l'époque, les machines électroniques se révèlent néanmoins d'une efficacité redoutable dans les tâches répétitives. La liste de tous les produits vendus par le magasin, avec le nom, le prix et éventuellement d'autres informations utiles, peuvent tenir sur quelques centimètres carrés d'une disquette. Seulement, il reste encore un obstacle à surmonter, réussir à mettre au point une méthode d'identification automatique des produits, là encore afin d'accélérer le fonctionnement du magasin. C'est alors là que deux étudiants en ingénierie, Norman Woodland et Bernard Silver, vont breveter en 1952 leur invention qui allait poser les bases du code barre. En s'inspirant du Morse, qui représente les caractères alphanumériques par un enchaînement de signaux longs et courts, ils vont alors imaginer un système d'encodage à base de zones blanches et noires afin d'optimiser le contraste. Afin de rendre leur code lisible dans n'importe quel sens par les machines, la décision est prise de le représenter sous forme d'une cible. L'ironie est que cette invention, aussi géniale soit-elle, ne rencontrera pas du tout le succès auquel on pourrait s'attendre. Les raisons sont pour cela multiples, le fait que la cible était bien trop grosse par rapport à la réelle utilisation de la machine, et que sa forme ronde rendait très compliquée la lecture près du centre de la cible en cas de bavure d'encre.
mais c'est en grande partie à une mauvaise décision promotionnelle que l'on peut imputer l'échec de la diffusion de cette technologie par nos deux inventeurs. Il faudra donc attendre encore 20 ans avant que la technologie puisse vraiment prendre son envol. En 2 décennies, les coûts technologiques ont grandement diminué, rendant ces machines attractives et vont donner un coup de fouet monumental à l'économie. C'est dans ce contexte propice qu'un ingénieur de chez IBM, George Laurer, va se replonger dans l'idée géniale de ses prédécesseurs pour la rendre accessible au grand public. Il commence par abandonner l'idée de la forme d'origine pour lui préférer un banal rectangle. L'inconvénient de cette forme est que le code ne peut en théorie pas être lu dans tous les sens. Pour remédier à ce problème, il va alors avoir l'idée très simple de délimiter le code barre en 2 zones bien distinctes. Chacune de ces zones va alors représenter son code soit en positif, c'est-à-dire que le blanc est bien blanc et le noir bien noir, soit en négatif, c'est-à-dire qu'on inverse le blanc et le noir. Grâce à cette astuce rudimentaire, la machine est capable de comprendre que le code qu'elle lit est à l'endroit ou à l'envers. Il reste donc un autre problème à régler, le cas où le code est illisible. Moyennant l'ajout sous le code barre de sa valeur en chiffres, il est alors possible de faire appel à un être humain pour entrer manuellement le code du produit lorsque la machine est incapable d'effectuer cette tâche. Ces spécificités sont alors rassemblées sous le nom de UPC pour Universal Product Code. Et dès lors, le code barre va connaître le succès qu'on lui connaît, au point de se retrouver sur l'ensemble des produits que nous pouvons de nos jours trouver dans les rayonnages des magasins, et de faire du scanner de code barre le plus indispensable de tous les objets dans les magasins, si petit soit-il. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identification rapide d'un produit à l'aide d'un code lisible par une machine, qui donnera le code barre que nous connaissons et utilisons de nos jours, est le résultat d'une conjonction favorable de conditions rassemblées après la Seconde Guerre mondiale. Bien que novatrice pour l'époque, l'idée d'un tel code ne sera pas pleinement opérationnelle et accessible au grand public lors de sa création. C'est en effet seulement après 2 décennies d'améliorations diverses, tant sur le plan électronique que sur le concept lui-même, que le code barre va naître et envahir nos magasins. Leur simplicité d'utilisation, et le surcoût infime de quelques dixièmes de centimes que ce code ajoute au produit, fait qu'il permet de nos jours d'avoir des magasins proposant plusieurs milliers ou dizaines de milliers de produits, sans que quiconque ne soit obligé de mémoriser le moindre prix. Pour rendre le code barre fiable à plusieurs niveaux, différentes normes furent mises en place afin de s'assurer que les caisses ne soient pas bloquées par un défaut. La première de ces normes, extrêmement simple, fut d'ajouter sous le code barre lui-même sa signification en chiffres, permettant de rentrer manuellement le code si la machine n'arrivait pas à le lire. La deuxième, pour que la machine sache si le code est lu à l'endroit ou à l'envers, fut de séparer le code en 2 moitiés, dont l'une voit le code écrit en positif et l'autre en négatif. Enfin, comme pour le numéro de sécurité sociale, et comme globalement pour tous les codes destinés à être massivement générés et lus par des ordinateurs, un moyen de s'assurer algébriquement de la validité du code fut ajouté. Pour ce faire, sur un code à 13 chiffres, l'addition de l'ensemble des chiffres situés à une position impaire, ajoutée au triple de ceux situés en position paire, doit aboutir systématiquement à un multiple de 10 pour que le code soit valide. Cependant, comme de nos jours avec les vaccins ou la 5G et toutes les technologies globalement qui sont incomprises, la rapide propagation du code barre avait déjà à l'époque fait de lui la cible des théories conspirationnistes les plus folles. Ainsi, à la fin des années 1970, des paranoïaques pensaient qu'il était un moyen de surveillance mis en place par le gouvernement. Plus ridicule encore, une frange de chrétiens fondamentalistes voyait dans ces traits noirs et blancs une façon de cacher le nombre 666, la marque de la bête censée invoquer Satan, tandis qu'une branche sectaire de l'église orthodoxe y reconnaissait la marque de l'antéchrist. Pourtant, depuis le demi-siècle qu'il a fait son apparition dans nos vies, il faut avouer que le code barre est devenu omniprésent, mais qu'aucune catastrophe liée à son utilisation n'est arrivée. À part bien sûr l'invasion soviétique de la France en 1981, le début de la pandémie de sida dans les années 80, une catastrophe nucléaire en 86, la chute de l'URSS en 91, des attaques terroristes un peu partout dans le monde, une pandémie impactant l'ensemble des pays, choses horribles qui sont parfaitement logiques et imputables à l'ajout de traits noirs et blancs sur des produits que l'on achète. Plus sérieusement, le code barre est rapidement devenu un objet courant et banal de notre quotidien. Banal au point qu'il est utilisé hors de son contexte initial, comme par exemple dans les films Retour vers le futur, la série Dark Angel, ou encore dans Hitman et son célèbre Agent 47. Bien qu'il ait été pensé initialement pour être rectangulaire, le code barre est en réalité unidimensionnel, sa hauteur n'étant faite que pour le rendre facilement lisible par les machines et visible par les humains. C'est cet excès d'informations inutiles qui lui assure une grande robustesse, puisque le code peut être abîmé mais rester lisible par la machine tant qu'une ligne entière reste intacte. Grâce à cela, de nombreuses marques ont fait appel à des graphistes pour jouer avec ces lignes afin d'y implanter une identité visuelle de la marque, rendant ainsi le produit attrayant pour les rares personnes prêtant attention à cette spécificité. L'amélioration des technologies aidant, le code barre s'est complexifié avec le temps. Cette augmentation des performances va rapidement permettre la création de codes en 2D, permettant de stocker encore plus d'informations sur une surface toujours plus petite. Que ce soit le QR code ou le data matrix, tous deux inventés dans les années 90, les matrices 2D vont envahir nos vies en même temps que les smartphones.
En parlant de QR code justement, je ne peux m'empêcher de vous parler de ces utilisations les plus cool qui puissent exister, qui est un projet de Matt Casey qui a entièrement fait tenir le jeu Snake dans un QR code. Totalement inutile, donc parfaitement indispensable. Si nous ne savons pas de quoi sera fait le futur de nos codes préférés, il est néanmoins possible de spéculer qu'ils vont continuer à évoluer sous de nouvelles formes afin de stocker toujours plus d'informations pour répondre à nos besoins sans cesse plus importants. Il se peut en effet parfaitement que dans un futur proche, les méthodes sans contact comme les puces RFID finissent par les supplanter. En attendant qu'elles disparaissent ou qu'elles évoluent, nous pouvons encore profiter de nos zébrures chéries en n'oubliant pas d'où elles viennent et combien elles nous facilitent grandement la vie au quotidien. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant l'histoire des codes barres et de leurs dérivés. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.